Ok, on est bon, nickel. Salut Quentin. Salut Corentin. Bon, bah écoute, merci beaucoup de prendre du temps pour répondre un peu aux interrogations des entrepreneurs en herbe qui nous regardent et qui nous écoutent. Je suis hyper content de t'avoir parce que tu es un multi-entrepreneur, tu as créé plusieurs business différents dans plusieurs secteurs d'activité différents, tu as aussi investi dans des boîtes, etc. Aujourd'hui, on va parler de la restauration, tes business de restauration. Je pense que c'est possible qu'on refasse une discussion plus tard sur un autre secteur, un autre métier ensemble. Mais aujourd'hui, on va se focus un peu sur la restauration. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, premièrement, pourquoi, en quoi tu es légitime pour nous parler d'ouverture de restaurant aujourd'hui, en 2024, Quentin? Ouais, bien sûr, enchanté. Donc moi c'est Quentin. Donc aujourd'hui, alors je suis entrepreneur, j'ai créé plusieurs types de business, mais en 2015, j'avais un capital, j'ai ouvert un premier restaurant avec un ami d'enfance qui lui était dans la restauration et on a toujours réinvesti les bénéfices qu'on avait fait dedans. Donc aujourd'hui, on a 7 restaurants qui déclinent un peu parce que le marché s'est vraiment transformé sur c'est quoi, 8 ans, 8 ans que j'ai commencé à investir dans la restauration. Au final, aujourd'hui, ça se décline en plusieurs concepts, en 3 concepts différents. On a le concept qui est vraiment le restaurant où c'est que sur place. On a le concept qui est hybride, c'est-à-dire que ça va être des pizzerias qui vont être sur place et emportées en livraison. Et après, on a un troisième concept qui est sur distribution de licences testeurs, donc sur lequel c'est Pure Dark Kitchen dans la région toulousaine. Voilà un petit peu pourquoi je suis Ok, légitime pour parler de la restauration. trop bien. Donc, tu es déjà à un step avancé, c'est-à-dire que tu as ouvert plusieurs établissements en plusieurs années, on y reviendra. Donc, ils sont tous de mémoire un peu dans la région sud-ouest, c'est ça, ou tu en as d'autres dans d'autres régions? C'est ça, j'en ai 6 à Toulouse et un à Montpellier. Ok. Première question, très, très pratico-pratique. Je veux ouvrir mon resto demain. J'ai aucune idée de par où je commence. C'est quoi, toi, les trois, quatre trucs à savoir absolument, à faire absolument dès le départ? La première des choses, pour moi, c'est vraiment de savoir si jamais tu es de la restauration ou pas, parce que ça change beaucoup en fait. Tu as 2 types de personnes qui vont créer des restaurants aujourd'hui. Tu as le profil, un peu même profil que le start-upper au final, qui est super digital, qui va rebondir sur les restos digitaux, sur les dark kitchens, sur la vente à emporter, ou alors sur les concepts qui sont super trendy en ce moment, sur des choses super gourmets, ou alors sur les choses qui vont avoir un impact positif. Ou alors, c'est les personnes qui viennent de la restauration, qui viennent du milieu de la restauration, qui ont vécu 10 ans dans la restauration, dans un restaurant, et puis eux qui veulent se lancer pour pouvoir créer leur propre restaurant. En fonction de quelle catégorie tu viens, en fait, je vais te donner des conseils différents. Si jamais tu as le profil start-upper, la première chose que je te dis, c'est que c'est l'opérationnel, c'est extrêmement difficile dans la restauration. C'est-à-dire que ton boulot, c'est de gérer les merdes. En gros, c'est à peu près ça. Un restaurant, moi, j'ai une quinzaine d'associés dans la restauration. À chaque fois, je n'ai jamais fait un seul restaurant tout seul. Je suis le seul, au final, qui n'a pas été opérationnel, qui ne vient pas du monde de la restauration. Et pour être honnête, c'est une place que moi, je ne pourrais jamais prendre. Je sais que je ne pourrais pas faire avec les horaires, que je ne pourrais pas vivre les rushs, que je ne pourrais pas vivre les emmerdes. Les emmerdes, c'est quoi? On a la canalisation qui est bouchée, on a le mec qui ne s'est pas levé parce que je sais pas, il a fait la fête hier soir. En fait, tout ça, en fait, c'est des problèmes qui sont ultra opérationnels. La majorité des personnes qui vont travailler dans la restauration, c'est par défaut. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. La majorité du staff dans une restauration, c'est par défaut. C'est-à-dire que c'est les étudiants qui veulent se payer les études. C'est des personnes qui veulent trouver un travail dans leur secteur, mais qui n'ont pas trouvé. Donc, c'est vraiment un secteur par défaut. Donc, c'est pas forcément un secteur sur lequel on va avoir une grande passion. Peut-être 20% des effectifs, ça va être la part passion qui sont là, mais 80%, ça va être par défaut qui vont être là. Et ça va être très dur à gérer. Donc, la première chose que je dis à faire, c'est vraiment de faire un stage, 3 mois, 6 mois, de travailler dans un restaurant pour voir comment ça se passe déjà, le type de personnes, etc. De ça, c'est la conseil aux personnes qui sont du profil start-upper qui sont là-dessus. Pour les autres, du coup, qui passent de la seconde catégorie, qui viennent du monde de la restauration et qui veulent se lancer dans la restauration, c'est généralement, eux, ils vont plus avoir du problème pour pouvoir au niveau des finances, au niveau de pouvoir monter un projet, de pouvoir financer ce projet. C'est là-dessus qu'ils vont avoir du mal parce que d'une part, la banque, ils vont les regarder un petit peu bizarrement parce que les ratios, ils ne correspondent pas du tout à ce qu'eux, ils voient normalement quand ils vont voir un business plan. Généralement, les compétences financières ne sont pas du tout là. Le réseau familial, très souvent, quand on a commencé par la restauration, le réseau, en fait, est très faible pour pouvoir trouver des capitales. Donc là-dessus, ça va être de pouvoir trouver un accompagnement
soit par… Il y a beaucoup de conseillers qui aident ce type de profil, justement, qui ont cette expertise là-dessus, qui peuvent accompagner là-dessus. Donc, le but, c'est vraiment de trouver comment compenser ça, soit par un associé, soit par des conseils qui peuvent se trouver par la chambre de l'artisanat ou des choses comme ça. Ok. Et une fois que j'ai fait mon stage en resto ou bien que j'ai commencé à me renseigner, etc., c'est quoi le premier step? J'ai besoin d'apporter combien d'argent en perso? Alors, tu vas me dire, c'est très variable suivant la taille du resto que tu veux faire, etc. Mais c'est un peu, toi, les grandes tendances que tu vois? Parce que j'imagine que tu vois plein de gens lancer leur resto autour de toi aussi. Ouais. Mais il y a comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, les tendances, c'est deux choses différentes à mon avis. Aujourd'hui, pour les restaurants, il faut la première chose, c'est que ça coûte cher. Il y a un fonds de commerce à acheter. Il y a trois types de restaurants, hein. Il y a ceux qui sont uniquement sur place, qui vont créer une bonne vibration, etc. Il y a ceux qui sont hybrides, c'est-à-dire c'est moitié livraison, moitié sur place. Et le troisième, c'est full dark kitchen. Si jamais on part sur que du sur place, là, il y a un fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est entre 50 et 100% du chiffre d'affaires du restaurant qui était là avant. Si jamais c'est une création de fonds de commerce, ça revient généralement au même parce qu'il y a toute la mise aux normes qui va être à faire, il y a toutes les démarches administratives. Donc, généralement, la première chose à faire, c'est de pouvoir créer un budget et de savoir combien est-ce qu'on est capable de pouvoir investir. Si jamais on passe par les banques, il faut un capital minimum de 25%. Et que c'est le premier projet, on va demander au minimum strict 25% d'apport personnel. Ça inclut le fonds de roulement, donc c'est-à-dire la trésorerie au début pour pouvoir démarrer. Donc, si jamais on compare, par exemple, un fonds de commerce à 200 000 euros, en comprenant les petits investissements, le fonds de roulement, etc., c'est grosso modo 80 000 euros qu'il va falloir apporter personnellement. À peu près. 200 000 euros, c'est un restaurant qui fait 400 000 euros en province et qui va faire 150 000 euros de chiffre d'affaires à Paris. C'est comme ça à peu près que ça marche. C'est un projet qui est assez lourd à financer. Mais c'est la première des choses de pouvoir voir le budget qu'on est prêt à pouvoir mettre là-dessus. Et donc, si j'ai pas ces 80 000 euros, est-ce qu'il y a quelques solutions qui existent? Alors, je te pose la question. En même temps, j'ai fait une autre vidéo avec une autre restauratrice qui s'appelle Marianne Barbier. Elle s'est lancée avec quasiment zéro et elle a ouvert un très gros truc. Donc, elle a levé des fonds avec ce qu'on appelle des business angels, des investisseurs en capital. Mais il y a peut-être aussi d'autres solutions. Toi, comment tu vois un peu les choses? Il y a trois solutions généralement là-dessus. Donc, tu peux lever des fonds, soit par les business angels, soit par les personnes de ton entourage, etc. Donc, ça reste une des solutions. On voit que ça arrive de plus en plus souvent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'une part, les business angels, ils essaient de trouver des projets qui sont un petit peu moins risqués parce que le contexte est très compliqué dans la pure tech. Donc, c'est des projets qui sont moins risqués et sur lesquels le rendement il est plus faible, mais il est plus sûr. Donc ça, c'est la première des solutions. Après, on voit beaucoup, il y a une transformation un petit peu qui se passe au niveau, donc ça, c'est plutôt dans le monde, dans la tendance que je disais au début. C'est qu'en France, en fait, il y a vraiment cet esprit de pas de port, de fonds de commerce, etc. Mais ça, ce que je vois aujourd'hui sur le marché, c'est que c'est en train de se transformer. Les banques, aujourd'hui, elles sont de plus en plus réticentes à financer les petits restaurants, c'est-à-dire les indépendants qui sont comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les fonds de commerce deviennent de moins en moins valorisant. C'est très dur de valoriser aujourd'hui un fonds de commerce, de plus en plus dur. C'est beaucoup moins strict qu'avant. Et ça veut dire qu'on passe beaucoup plus sur des bails, on va dire, à l'américaine. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui vont se passer. Soit il y a pas mal de location-gérance qui vont s'acheter, c'est-à-dire que le fonds de commerce, on n'est pas propriétaire, par contre, on a un contrat de location-gérance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter avec un bail qui va être beaucoup plus cher au final que si jamais on avait le fonds de commerce. Mais au final, ça nous permet de pouvoir exploiter. Si jamais on rate, bah, du coup, on se retrouve dehors très facilement. Et puis au final, il n'y a pas de valeur dans l'entreprise, il n'y a pas vraiment d'actifs parce qu'il n'y a pas de fonds de commerce. Et puis voilà. Et les bails à l'américaine, c'est les bails au final qui sont très élevés, mais sur lesquels, en fait, le fonds de commerce a une valeur quasiment nulle parce que le loyer est tellement élevé au final que la valeur du fonds de commerce est très faible. C'est-à-dire que là, du coup, bah, il n'y a quasiment pas d'apport en amont à faire. Par contre, sur la rentabilité et l'exercice, bah, il y a une charge du loyer qui est beaucoup plus importante là-dessus. Donc là-dessus, ça, c'est trois solutions. Les levées de fonds, les bails à l'américaine, enfin, c'est les bails qui sont très chers sans fonds de commerce, et les locations-gérance qui permettent de pouvoir commencer avec un investissement qui est vraiment minime. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui. Ok, merci, très clair.
C'est qui aujourd'hui les prestataires dont je peux absolument pas me passer et comment je les trouve pour ouvrir mon resto? Euh, pour le resto, le premier prestataire, ça va être les fournisseurs. Enfin, c'est chercher les fournisseurs là-dessus. Pour chercher les fournisseurs, alors moi, j'ai jamais eu de succès. Je sais qu'il y a pas mal de projets dans la tech qui sont montés pour pouvoir trouver des fournisseurs. J'en avais essayé deux, trois. J'ai jamais eu de coup de foudre, on va dire. Donc, tous les prestataires, en fait, je les ai eus par le bouche à oreille ou par la recherche. C'est-à-dire que je vais chercher pour pouvoir trouver les gros prestataires et puis les locaux. C'est assez simple. On va dans la rue, on cherche le primeur, on demande s'ils font la livraison au restaurant. La majorité, ils vont faire des livraisons. Et puis, comme ça, on a une relation de quelqu'un qui est dans la même rue ou alors à deux pas de chez soi, sur lequel on va être livré pour les produits frais tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Ceux-là, ils sont assez simples à trouver, généralement. Pareil pour les bouchers, etc. Et puis après, pour les grosses entreprises du style Mico, les grands fournisseurs qui sont, on va dire, internationaux, on va sur leur site et puis on essaye d'être en relation avec eux là-dessus. Ça, c'est les premiers types de prestataires qui sont les plus importants, sur lesquels au début, on a très peu de négociations, mais dès qu'on va commencer à grossir, en fait, après, il y a une négociation qui va se faire de plus en plus forte et on va être beaucoup démarché après par la suite. Mais c'est assez nécessaire. Après, par rapport aux services, aux outils qu'on a besoin, ça va être un logiciel de caisse. Si jamais on a un dark kitchen complet, il n'y a pas besoin de logiciel de caisse, c'est vrai, parce que les plateformes suffisent. Mais si jamais on fait de la restauration sur place ou alors qu'on est en hybride, on va avoir besoin d'un logiciel de caisse. Et puis après, en fonction de son modèle, on va avoir besoin d'autres outils ou pas pour pouvoir développer son service. Ça va vraiment dépendre du modèle là-dessus. Si jamais on fait de la livraison, il va falloir parler avec Uber Eats, avec Deliveroo et avec Dood. Enfin, il y a d'autres alternatives à Dood, mais c'est les trois principaux qui vont permettre à pouvoir faire la livraison soit en propre, soit en passant par les plateformes de livraison, donc qui vont nous permettre de pouvoir faire de pouvoir avoir plus de chiffre d'affaires. Et voilà, pour les prestataires Ok. qui sont essentiels là-dessus. Du côté du local, comment je trouve mon local? Est-ce qu'il y a des agents spécialisés? Est-ce qu'il faut que j'aille discuter dans le quartier où je veux m'implanter? C'est quoi tes recos là-dessus? Et aujourd'hui, tu ferais quoi? Tu partirais sur plutôt une petite surface, moyenne, grande? Ça dépend du concept. Vraiment, il y a 3 types de restaurants encore. Si jamais c'est un restaurant sur place, la restauration sur place aujourd'hui, ça demande des investissements assez lourds. Donc, généralement, je pense que soit on finance en propre, soit on finance par des business angels, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'expérience, en fait, la décoration est particulièrement importante pour la restauration sur place. La majorité des nouveaux restaurants aujourd'hui, ils ont des investissements qui sont vraiment très importants sur la décoration, sur l'aspect général du restaurant là-dessus. Pour trouver ce type de local, c'est par agence, généralement les gens qui vont faire sur le bon coin. C'était vraiment là-dessus. Si jamais tu vas faire de la vente à emporter ou de la livraison ou des dark kitchen, là c'est plus simple à trouver généralement. Si jamais, il y a pas mal de restaurants qui se cassent la gueule en ce moment, hein, il faut savoir. Donc il y a pas mal de restaurants qui arrivent sur le marché. Il y en a beaucoup qui arrivent aussi via les tribunaux. Donc il faut regarder si jamais vous connaissez des avocats qui sont en relation avec des liquidateurs judiciaires. Ça peut être intéressant d'être là-dessus parce qu'il peut y avoir des deals qui sont super intéressants sur des restaurants, des fonds de commerce qui sont vraiment accessibles et qui sont vraiment pas chers. Comment ça se passe? C'est que généralement, une entreprise fait faillite, elle est en liquidation. Le liquidateur judiciaire va essayer de mettre tous les actifs de la société en vente. Sur les fonds de commerce, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enchères qui sont à l'aveugle, c'est-à-dire que les gens, en fait, on ne sait pas quelles vont être les enchères des autres. Très souvent, ça va être un prix qui est assez faible. La seule chose qui peut arriver, c'est que le propriétaire après, il décide de l'acheter lui-même au même prix, mais c'est tout. Mais ça, généralement, ça peut être un moyen qui est particulièrement intéressant pour les entreprises de pouvoir trouver des locaux. Mais si on ne fait que de la livraison ou de la dark kitchen, il faut regarder sur le bon coin. Il y a pas mal de sites internet qui permettent de faire ça. C'est beaucoup plus simple à trouver parce qu'au final, la localisation, la rue, en fait, est moins importante. On peut aller sur une rue secondaire sur laquelle il n'y a pas beaucoup de passages. Donc c'est plus simple à trouver. Donc toi,
toi, ce que tu dis, c'est la localisation, elle n'est pas importante pour les dark kitchen, pour les boîtes qui font de la vente à emporter et en livraison. Par contre, est-ce qu'elle est primordiale quand tu ouvres un restaurant plus traditionnel où les gens mangent sur place? Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Si jamais tu fais du surplace, c'est vraiment la rue, c'est extrêmement important, la place sur laquelle tu vas être. Si jamais tu fais en dark kitchen, il n'y a vraiment pas d'intérêt d'être sur la localisation première, en fait, hein, sur la place principale. Le but, c'est vraiment de trouver un endroit qui couvre, en fait, un rayon de 1 kilomètre à vol d'oiseau pour pouvoir avoir les zones de livraison assez rapidement. Donc, de rester au centre ou dans une zone intéressante. Mais par contre, il faut, par contre, trouver une rue au final qui n'est pas passante, qui intéresse personne, qui généralement n'est pas forcément la plus sexy, sur lequel il peut y avoir beaucoup de passages de voitures, de choses comme ça. C'est beaucoup moins cher et après, au final, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple à trouver. Et si j'ai pas les moyens de trouver un local qui est hyper bien placé et je me dis, je vais faire selon mes moyens, donc je prends un local qui est beaucoup moins cher mais qui est beaucoup moins bien placé et je vais tout miser sur de la com, des réseaux sociaux, etc. pour faire venir les gens chez moi. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est possible? Tout est, tout est possible. Je pense que tous les conseils, généralement, je dis aux gens que tous les conseils, il y aura toujours des contre-exemples par rapport à n'importe quel conseil. Donc, il y a toujours des exceptions là-dessus, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut faire attention. Mais à mon avis, pour moi, c'est pas une bonne stratégie du tout de faire ça. La raison pour laquelle, c'est que même si ça peut marcher sur les deux ou trois prochaines années, il y a quelque chose qui se passe beaucoup dans la restauration, c'est les tendances. Et qu'au final, si on a réussi par les réseaux, etc., de pouvoir ramener énormément de monde. Là, par exemple, je vois quoi, il y a le groupe Mimo, par exemple, ils sont excellents, ils arrivent à ramener énormément de monde sur le restaurant, etc. Ils ont quand même des localisations, ils cherchent la localisation numéro un. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une force d'impact pour pouvoir ramener des gens qui est incroyable dans les 2 premières années, mais ils cherchent quand même les emplacements numéro un. Donc, c'est quand même pour dire, en fait, même si jamais on a ça, en fait, faut faire attention. Et la raison pour laquelle, c'est qu'après 2 ans, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive plus justement à se renouveler? C'est que là, bah, du coup, on peut plus passer on peut plus compter sur le passage. C'est très compliqué. Encore une fois, sur le surplace, c'est vraiment, il y a des success stories, hein, je pense au DNB, etc., qui ont réussi à faire des localisations qui sont complètement décentralisées, etc., et qui ont réussi à faire fortune. Mais de manière générale, pour moi, c'est beaucoup trop risqué. Et je ne prendrais pas un restaurant qui n'est pas en emplacement numéro un. Si c'est pour faire du surplace, ça c'est sûr et certain là-dessus. Ok, hyper clair. Tu parlais du système de caisse tout à l'heure. Il y a pléthore d'acteurs. Comment est-ce que je choisis mon système de caisse? Et question un peu liée aussi, comment est-ce que je choisis mon expert comptable? Euh, Dans, dans le système de caisse, franchement, aujourd'hui, ils se valent, ils sont tous digitaux. Il y a 5 ans, peut-être qu'ils arrivaient à se différencier, etc. Aujourd'hui, moi, je suis avec un système de caisse. Bon, du coup, je ne vais pas dire le nom parce que je ne suis pas très satisfait, mais en fait, je n'ai pas de raison de changer, quoi. C'est une des startups. J'en ai fait 2 différents. Franchement, j'aime pas trop l'interface, j'aime pas trop l'utilisation, ça part dans tous les sens, etc. Mais par contre, ça fait le job. J'arrive à avoir mes reports, j'arrive à avoir les choses, donc ça fait mes jobs. Et au final, c'est plus une réglementation que je garde plutôt qu'autre chose. Donc là-dessus, sur le système de caisse, il y en a 5-6 qui sont en France, qui sont connus. Donc il y a quoi? Il y a Tiller, il y a l'addition, il y a Zelti, il y en a un certain nombre qui sont. Il y a Lightspeed, je crois, qui est étranger aussi. Il y en a pas mal qui sont sur le marché. Franchement, aujourd'hui, pour moi, ils se valent plus ou moins tous. Enfin, je ne vois pas la différenciation que va apporter un logiciel de caisse aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas vu là-dessus. Donc, pour le trouver, c'est pas très compliqué. Je pense qu'il faut essayer, faut regarder là-dessus. Il faut regarder l'investissement initial que ça demande là-dessus. Après, euh, Après, pour l'expert comptable, généralement, moi, je prends plutôt à chercher un expert comptable qui est local, c'est-à-dire qui comprend un peu, qui vient, c'est pas un expert comptable complètement digital. La raison pour laquelle, c'est que dans la restauration, il y a beaucoup de règles qui évoluent. On l'a vu surtout avec le Covid, etc. C'est que
d'avoir un expert comptable qui ait du temps humain à pouvoir donner des conseils quand ça ne va pas aller, quand il va avoir un contrôle URSSAF. Vous allez avoir des problèmes avec l'URSSAF, avec les prud'hommes, vous allez avoir des problèmes avec l'inspection du travail, vous allez avoir des contrôles d'hygiène, vous allez avoir des contrôles. En fait, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans la restauration, des gens qui se blessent en cuisine, automatiquement, il y a un contrôle qui arrive derrière, donc par l'inspection du travail, qui peut demander des documents, etc. Je conseille vraiment un expert comptable dans la restauration qui soit plutôt local, c'est-à-dire qu'il soit dans la ville, qu'on puisse parler, même si la majorité des process sont digitaux. Hein, le but, c'est de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler. Pour moi, c'est quelque chose de particulièrement important. On a vu surtout avec le Covid aujourd'hui, par exemple, on a vu les experts comptables qui étaient là pour pouvoir aider tous leurs clients, etc., avec toutes les aides, etc., pour pouvoir y voir plus clair. Et ceux qui n'étaient pas du tout accompagnés, c'était quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Donc moi, pour pouvoir trouver l'expert comptable, le but, c'est d'avoir une relation, si jamais il y a une relation familiale ou amicale, c'est-à-dire d'avoir une recommandation de quelqu'un de sa famille ou de ses amis, c'est toujours mieux pour moi, parce qu'à partir du moment où il y a un côté affectif avec l'expert comptable, ça fonctionnera toujours plus, et il y aura beaucoup plus de conseils proactifs de la part de l'expert comptable. Donc voilà, pour le trouver, pour moi, le conseil, c'est vraiment de trouver quelqu'un sur lequel on a confiance, et après de trouver quelqu'un qui soit assez digital en deuxième plus important. Ok, hyper clair. Si on revient juste un peu sur le local, tu as dit que c'était hyper important aujourd'hui d'avoir une déco, et je te rejoins à 100%, une déco, une ambiance, une atmosphère, etc. C'est très, très important aujourd'hui dans la restauration. Comment je fais ça? Donc, il faut forcément que je fasse des travaux. Est-ce qu'il faut que je prenne un architecte? C'est quoi un peu toi ce que tu as fait et ce que tu vois autour de toi qui marche? Ça va dépendre des compétences des gens. Moi, par exemple, je suis un mec qui aime bien les Excel et qui est vraiment très analytique, avec un esprit logique assez important. Du coup, ça veut dire que moi, je n'arrive pas à comprendre la différence entre deux images, une bonne ambiance. Faire une bonne ambiance, c'est quelque chose que je ne vais pas savoir faire. Donc là-dessus, soit on connaît quelqu'un qui va pouvoir, soit on peut le faire nous-mêmes, c'est le mieux. Les gens qui ont du goût, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de goût, ils vont pouvoir faire des choses vraiment incroyables avec des budgets qui sont vraiment restreints. Soit il faut trouver un accompagnement, donc soit par les amis, soit par quelqu'un qu'on connaît, etc., qui a cette compétence-là. Je pense que tout le monde connaît ça. Soit passer par une agence. Alors un architecte, je ne pense pas que c'est le métier, mais des agences de déco, des agences de design, etc., ça peut être des choses intéressantes. Moi, à savoir que sur la manufacture, sur mon premier resto, quand j'avais voulu faire alors c'est un bail, quand j'avais voulu refaire la déco, etc., j'avais posté ça sur un groupe Facebook pour envoyer sur savoir, en fait, un groupe Facebook de restaurateurs pour la région toulousaine, pour savoir, en fait, est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour contre rémunération, de pouvoir m'aider, de pouvoir refaire le design et tout. Et en fait, j'ai eu plein de restaurateurs, des petits restaurateurs qui avaient fait des trucs super bien, pas forcément à Toulouse, mais dans la région, qui m'ont contacté pour me dire ouais, ben moi ça m'éclate de faire les décorations des restos et tout. Et en fait, du coup, c'est un autre restaurateur qui nous a fait la décoration de notre restaurant. Et donc ça, c'est pas mal parce que du coup, tu rencontres des personnes qui ont cette capacité-là, qui sont vraiment complémentaires. Et donc, du coup, après, ça peut être intéressant. Mais le but, c'est vraiment, si jamais on ne sait pas faire, le but, c'est vraiment pas de faire parce que ça, c'est quelque chose d'assez dur de pouvoir créer ça. Si jamais on veut faire de la restauration sur place, il faut savoir que le restaurant, il faut qu'il soit vivant. Vivant, ça veut dire que, alors ça peut être la meilleure déco du monde, la plus pourrie, mais dans tous les cas, il faut que ce soit vivant, il faut que ça bouge, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente en fait à l'aise dans le restaurant. C'est ça qui est le plus important. Et pour pouvoir créer cette ambiance, c'est extrêmement compliqué. Le pire, c'est quand on n'a pas de clients au début, c'est extrêmement compliqué d'avoir ça. Donc, l'ambiance, de pouvoir avoir des bonnes vibes, d'avoir la musique qui va avec, d'avoir la décoration, etc., c'est quelque chose de particulièrement important qu'il faut faire. Soit le mieux, c'est de le faire soi-même si on a les capacités. Si jamais on n'a pas les capacités, il faut vraiment passer par demander des conseils. Soit une agence, le mieux, c'est une agence. Je crois que par exemple, les gens ceux qui ont fait Big Mama à Paris, je crois qu'ils ont une agence à côté qu'ils ont créée pour pouvoir faire les décos. Ça, c'est peut-être, on va dire, le super premium. Mais après, ça peut être avec des personnes plus locales, etc. Hyper intéressant. Le coup de l'autre restaurateur qui t'aide sur la déco, c'est pas mal ça. Je pense que les gens n'y auraient pas pensé. Les restaurateurs sont vraiment très proches entre eux. Hein. C'est-à-dire que bon, Ok. il y a des petits conflits, mais généralement, il y a vraiment une identité autour d'être restaurateur qui est assez forte là-dessus. Ok, c'est une famille d'entrepreneurs spécifiques, quoi, les restaurateurs. Ouais, ouais. Ok. Au début, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure de la pub et de la com. Est-ce qu'il faut faire de la pub et de la com au début? J'imagine que ta réponse va être oui, mais est-ce qu'il faut que j'investisse en pub et en com? Combien? C'est quoi un peu toi tes meilleures pratiques?
Ouais, il faut investir, ça c'est sûr. Moi, quand j'ai investi dans mon premier restaurant, quand je l'ai ouvert, c'était en 2015. Et au final, c'était au début de la publicité Facebook, quoi. On avait fait de la publicité Facebook et au final, on était quasiment les seuls dans la région toulousaine qui faisaient la publicité Facebook. Bon, j'ai l'impression d'être un vieux en disant ça, parce qu'aujourd'hui, c'est mort, si jamais vous faites ça. Mais au final, faire la de trouver les nouveaux moyens aujourd'hui, comment ça marche, c'est particulièrement important. Donc, d'avoir un budget publicité, c'est extrêmement important. Un budget pub proprement dit, c'est-à-dire on va faire les affichages dans le métro ou à côté ou alors sur Facebook, ça va être assez compliqué. En revanche, aujourd'hui, il y a énormément de pubs qui se fait par rapport aux influenceurs. Il y a beaucoup de plateformes qui se créent. Donc, créer un budget de pub par les influenceurs, c'est quelque chose d'assez intéressant. Dans la restauration, on va dire que c'est quoi un budget pour un restaurateur? C'est qu'un restaurateur qui a 100 000 followers, on lui donne un repas pour deux avec une boisson, il va être content de vous dire gratuitement et de poster 3 stories sur son profil. C'est pas cher. Franchement, c'est des choses qu'il faut faire. C'est des choses qui peuvent ramener du monde très rapidement, qui sont vraiment pas onéreuses et qui marchent très bien. Donc d'abord, un budget de pub, oui. Dépenser des millions, non. Il y a vraiment beaucoup de moyens créatifs de pouvoir ramener des clients chez soi. Et donc ça, c'est important. Et après, sur la livraison, la pub, elle se fait majoritairement aujourd'hui sur les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire que sur Uber Eats, sur Deliveroo, sur les plateformes elles-mêmes, en fait, on va créer des offres, on va créer ils ont des publicités qui marchent plus ou moins bien, ça va dépendre, qu'on peut pour être promu en majorité. Donc, d'avoir un budget là-dessus, ça peut être intéressant sur les heures creuses notamment, pour pouvoir se faire démarquer. Donc voilà là-dessus. Au début, de toute façon, on peut avoir le meilleur produit du monde, si personne ne le sait, ça va prendre du temps avant que ça marche, quoi. J'ai créé un bar à Zagreb parce que ma femme est croate avec ma belle-sœur, sur lesquels, en fait, il y avait mes beaux-parents qui m'expliquaient comme quoi un bar, ça prend du temps pour pouvoir monter, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Si jamais on ne retrouve pas son investissement dans les 12 mois après le lancement, c'est très risqué aujourd'hui parce que on va beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, quoi, sur lequel c'était OK d'attendre 3-5 ans avant que le restaurant commençait à marcher. Aujourd'hui, on va beaucoup dans le retour sur investissement très rapide parce que les modes passent à une vitesse ahurissante. Donc, vraiment, le but, c'est de partir sur un budget pub qui est important. Il faut savoir que dans toutes mes ouvertures, donc j'en ai 8, j'ai dû fermer un restaurant, donc maintenant j'en ai plus que 7, mais sur toutes mes ouvertures, si jamais j'avais une première semaine qui a cartonné, après, en fait, la première année était géniale. Si jamais j'ai fait une mauvaise première semaine, et ça m'est arrivé 2 fois, franchement, c'est une torture. C'est une torture de pouvoir faire monter le chiffre. Et on y est arrivé, hein, mais après 2 ans, des choses comme ça, et là, vraiment, c'est une torture. Donc, vraiment, la pub au lancement, c'est particulièrement important dans la restauration. Ouais, donc c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut assez vite savoir si ça va bien fonctionner ou pas, quoi. Aujourd'hui, pour moi, oui. Ouais. Aujourd'hui, après une semaine, on peut, limite, on pourrait prendre une décision s'il faut abandonner ou pas, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas vrai parce que il y a la résilience. Encore une fois, il y a 2 ouvertures sur lesquelles on s'est complètement raté. Les 2 premières années étaient très compliquées. Après, aujourd'hui, c'est les restaurants qui marchent très bien et qui sont très rentables. Mais franchement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué. Ok, hyper intéressant. Justement, toi donc là, on a parlé de la préouverture, de l'ouverture, etc. Maintenant, si on parle un peu du run, donc de l'exploitation, toi qui es plus esprit analytique, Excel, comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu dirais, c'est quoi un peu l'équation financière qui tient, qui fonctionne? C'est-à-dire, combien je dois faire de couverts par service, combien je dois avoir de couverts dans mon resto? Alors, tu vas me dire, évidemment, ça dépend complètement puisqu'il y a un peu tous les styles de resto et tout, mais c'est quoi, de manière générale, si on prend un peu les 80-20, les 80% de restos qui fonctionnent bien, c'est quoi un peu les ratios que tu vois et c'est quoi, par exemple, un exemple de choses qui, de toute façon, ne pourra pas fonctionner? Si on commence par la restauration traditionnelle, on va dire, qui est un monde un peu plus stable, sur lequel on connaît un peu plus métrique, si jamais tu parles à n'importe quel restaurateur, généralement, ils vont imager ça sur. Moi, je travaille la première semaine, je vais travailler pour mes fournisseurs. Deuxième semaine, c'est pour mes salariés. Troisième semaine, ça va être pour le reste des coûts. Et quatrième semaine, c'est pour moi. Donc, en gros, tu as une règle en fait, qui s'est faite depuis toujours dans la restauration. C'est 4 fois 25, tu vois.
sur lequel, grosso modo, il faut avoir 25% de coûts matière, 25, allez, 30% peut-être de coûts de masse salariale. Et après, le reste, ça va dans les autres frais, donc loyer, comptable, etc., etc. Et puis le reste, en fait, c'est pour soi, quoi. C'est pour soi, ça va faire partie des bénéfices avant impôt. Après les impôts. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, pour pouvoir marcher, en fait, au lieu de parler de couvert, parce que c'est assez difficile, ça va dépendre là-dessus, je pense que le but, c'est vraiment de regarder son local, de se dire combien est-ce que combien j'ai besoin de staff, en fait, c'est vraiment ça. Combien de personnes j'ai besoin de le faire. On fait le coût du staff que j'ai par mois là-dessus. En gros, c'est-à-dire qu'on va regarder le calcul des salaires nets et on va le multiplier par 1,8. Ça donne que, grosso modo, ça va donner à peu près le coût total employeur pour les salaires. Et en gros, toute ta masse salariale, il faut que ça corresponde à une semaine de chiffre d'affaires. Si jamais tu n'es pas capable de faire ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas marcher. En gros. Si jamais tu n'arrives pas à couvrir ta masse salariale en une semaine, avec peut-être 8-9 jours, tu vois, c'est qu'il va y avoir un problème là-dessus. Donc, généralement, moi, je préfère voir ça comme ça plutôt que par couvert, parce que les couverts, c'est ça, au final, qui va déterminer combien de staff tu vas avoir besoin ou des choses comme ça. C'est tu regardes combien de personnes tu as besoin, et là-dessus, tu regardes si jamais il faut que j'arrive à faire 4 fois ça dans la semaine. Si jamais c'est trop compliqué, ça va être très dur là-dessus. Aujourd'hui, après, il y a l'autre secteur qui est, on va dire, plus sur la restauration rapide, sur lequel il va y avoir un nouveau coût qui est apparu, c'est les coûts de livraison. Là, on va parler plus de contribution. C'est-à-dire il faut additionner le coût de la livraison plus le coût matière. Et là-dessus, en fait, il ne faut pas que ça passe au-dessous de 55%, quoi, en gros, là-dessus. Donc, il faut faire attention là-dessus. Donc, coût matière plus ça. Et après, il faut que la masse salariale, en fonction, en fait, de ça, il faut que la masse salariale soit plus faible, puisque de base, si jamais on fait de la livraison, normalement, on est capable de faire avec moins de staff, plus de livraison. Donc, il ne faut pas que la masse salariale dépasse 20%. En gros. Si jamais on fait de la livraison, à peu près, en gros, il faut arriver toujours à ce ratio à faire 75% de coût total. Mais pour ça, il faut faire attention entre les coûts de livraison et le coût matière. Il ne faut pas que ça dépasse les 55%. Et voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui, les ratios que tu crées. Ok, très clair. Donc, il y a 4 cas. C'est facile, il y a 4 cas à comprendre. Tout à l'heure, tu parlais de, tu sais, la première semaine, elle est top et je sais que ça va bien se passer après, ou alors l'inverse. Au bout de combien de temps tu dirais, toi, il faut être rentable, tu vois, parce qu'on entend parfois un peu de tout, tu vois, les gens qui disent, c'est pas grave, la première année, tu peux ne pas être rentable, la deuxième année aussi, ou parfois on entend exactement l'inverse, si t'es pas rentable dès le premier mois, etc., ça va être compliqué. Toi, c'est quoi un peu ta vision là-dessus? Non, moi, il faut chercher la rentabilité dès le début. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Après, ne pas avoir la rentabilité dès le début, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Loin de là, au contraire, le restaurant, généralement, il faut se battre encore plus, au contraire. Mais la rentabilité, généralement, moi, j'essaie de faire en sorte que le coût total de l'investissement soit rentabilisé dans les 18 premiers mois. C'est ça un projet sur lequel je cherche. C'est-à-dire que ce n'est même pas la rentabilité, c'est même pas rentable. C'est-à-dire que si jamais j'ai 100 000 euros, il faut que ça ait généré 100 000 euros de profit en fait sur les 18 premiers mois. C'est ça les conditions. C'est comme ça que tu vas avoir un projet qui va marcher là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a ouvert 7 points de vente en 8 ans. Tu vois. C'est exactement là-dessus. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait de prêt bancaire, tu vois, sur les 5 premières années. On a commencé après 5 ans, tu vois, à faire un prêt bancaire. Quoi. Donc c'est vraiment ça qui est particulièrement. C'est comme ça que moi je vois les choses. Après, chacun va avoir des points de vue différents, mais généralement, moi je conseille vraiment à chercher la rentabilité dès le début. Tu as l'investissement, en fait, que tu sors de la rentabilité, c'est-à-dire l'investissement marketing que tu vas faire au début, etc. Tu le sors de la rentabilité du premier mois. Ça fait partie de l'investissement initial, tu vois. Mais après, il faut que tu arrives à tout récupérer dans les 18 premiers mois. C'est à peu près ça, moi, généralement, la mentalité qu'on va faire là-dessus. Ouais, ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça t'a permis d'en ouvrir d'autres et d'aller vite, quoi. Ouais, Il faut bien avoir ça en tête, c'est que plus tu es rentable vite, plus ça peut te permettre de te donner des moyens pour faire autre chose et pour en ouvrir d'autres et pour te développer. ouais, Ok. Si on regarde un tout petit peu plus précisément justement les marges, c'est quoi un peu les marges, tu vois, les multiples qu'il faut avoir en tête sur le food cost? Bon, la masse salariale, tu en as parlé, tu as dit que ça devait représenter à peu près un quart, ça dépend de le style de resto, etc. Mais c'est quoi un peu les multiples qu'il faut avoir en tête, les multiples et les ratios?
Le food cost, c'est en fonction du secteur. Si on est sur la restauration rapide, c'est 25% qu'on va essayer de faire. On peut aller jusqu'à 30, ça va dépendre du volume. Si on a beaucoup de volume, on peut aller jusqu'à 30. Donc là, ce que tu dis, c'est quoi? C'est 25% ou 30% de ton CA, c'est tes food costs. C'est ça que tu dis? Ouais, ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Et sur le multiple entre le prix d'achat de ton food cost et le prix de vente de ton assiette? Euh, Pardon, répète ça. Est-ce que tu as des ratios en tête qui sont, tu vois, tu as acheté 1 euro d'ingrédients, combien tu dois le vendre dans ton resto? Si jamais tu l'achètes 1 euro hors taxe, en gros, tu fais x4, ça te fait 4 euros, tu rajoutes la TVA, ça te fait 4,40 €. Si jamais tu l'achètes 1 euro OK. hors taxe. OK, tu dois appliquer grosso modo un multiplicateur de 4 entre ce que t'ont coûté les ingrédients et ce que tu les vends. Au minimum, alors au minimum, parce que là, c'est le scénario idéal. C'est-à-dire que si jamais tu prends une balance à chaque fois et que tu mets exactement le même nombre d'ingrédients et que tu as zéro perte là-dessus, c'est-à-dire que tu n'as jamais rien jeté, tu n'as pas de fond, les choses comme ça, idéalement, ce serait ça. Il faut savoir que dans la restauration, ce que tu vas calculer, et ce que tu vas peser dans la balance et ce qui est vraiment dans les assiettes, il y a toujours une différence là-dessus. Donc là-dessus, c'est vraiment au minimum. Si jamais tu vas avoir un coût matière de 25%, il faut, quand tu vas faire prendre ta balance pour pouvoir peser tes ingrédients, il va falloir avoir peut-être 22% chercher plutôt que 25%. Parce que tu vas toujours avoir une perte là-dessus. Il y aura toujours une perte qui se fait là-dessus sur tout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours constaté et je pense que ça se constate un peu partout. OK. Ça, c'est le premier quart, c'est la food cost. Deuxième quart, tu as parlé de la masse salariale, donc c'est le personnel. Ce personnel, où est-ce que je le trouve? Comment je le trouve? Combien de personnes je dois embaucher dès le début? Et quelle typologie de personnes je dois embaucher? Si jamais tu fais Dark Kitchen avec tu as tout qui est procédé, c'est-à-dire que tu as tout qui est sur lequel tout est clair, etc. Toutes les opérations, tu peux prendre un manager et après le reste, tu peux prendre des personnes au SMIC qui vont travailler là-dessus. C'est-à-dire qui commencent là-dessus, qui commencent dans la restauration. C'est tout à fait possible. Tu peux compléter même avec des partants, des part-time, parce qu'au final, c'est tout à fait viable parce que généralement, il n'y a pas vraiment de compétences particulières à avoir. Il y a une compétence de management que tu vas retrouver en fait sur la personne qui va gérer un peu ton local, ton point de vente, si ce n'est pas toi qui le fais. Si jamais tu es dans la restauration traditionnelle, c'est-à-dire tu fais beaucoup de surplace, donc là, il faut trouver la balance en fait là, entre les deux. Tu vois, il faut trouver faut voir comment est-ce que tu veux gérer les choses. Si jamais tu regardes pour la restauration sur place, tu fais beaucoup de restauration sur place, là, il va falloir plus de personnes qualifiées. Donc, au moins une personne en cuisine qui puisse gérer la cuisine et une personne en salle qui sache bien faire la salle. Et après, tu peux compléter en fait avec des personnes qui arrivent sur le marché, qui sont étudiants, etc. Et généralement, tu vas les rajouter en extra le week-end. Et généralement, tu ne vas pas en mettre trop parce que ça va te faire perdre de l'argent. Si jamais un bon serveur, qui a de l'expérience, qui a 10 ans d'expérience, ça va te remplacer 3 serveurs qui arrivent sur le marché. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si jamais ton business, c'est vraiment de faire la restauration sur place, la qualité et la compétence des personnes va être extrêmement importante en fonction de ce que tu veux faire. Très souvent, moi, par exemple, mon associé, c'est quelqu'un de la cuisine. C'est-à-dire qu'il avait 10 ans d'expérience en cuisine avant de pouvoir faire ça. C'est des personnes qui ont vraiment de l'expérience là-dessus. Si jamais c'est de la dark kitchen, encore une fois, si jamais tu arrives à tout mettre en place, que ce soit tout automatique, il te suffit d'un manager pour avoir tout. Ça va vraiment dépendre de ton modèle là-dessus. OK. Et comment je trouve toutes ces personnes? Où je les trouve et comment je les recrute? Franchement, il y a beaucoup de différentes techniques. Moi, j'ai une pizzeria parisienne qui s'est mise en face de chez moi, qui ont débauché 2 de mes mecs en face. Donc, ça se fait, tu vois, d'aller directement dans les restaurants. C'est pas très sympa, mais ça se fait. Tu peux faire ça. Si jamais tu vois que tu as un restaurant en face ou tu as des compétences que tu peux aller chercher, tu peux directement aller dans les restos pour pouvoir les trouver. Il faut être un peu sûr de son coup quand même, parce que ça peut très mal après ta réputation, bien sûr, et pas terrible. Et puis, tu n'auras pas beaucoup d'aide derrière. Mais voilà, sinon, bah, écoute, tu as les groupes Facebook d'emploi qui marchent très bien. Tu as Le Bon Coin.
C'est les deux choses les plus importantes. Et puis après, il faut savoir que tu as des personnes toutes les semaines qui viennent déposer des CV. Donc, il faut les collecter une fois que tu es ouvert. Ça. Mais au début, c'est Le Bon Coin et Facebook, la majorité du temps. Est-ce que je sais facilement si ces personnes sont efficaces ou pas? Est-ce que je le vois rapidement, ça? Si jamais tu cherches des personnes qui n'ont pas d'expérience, ben, tu vas le voir. Il faut juste regarder en fait leur personnalité. C'est la seule chose que tu peux juger, de savoir en fait quel type de personne c'est. Si jamais c'est des personnes qui ont d'expérience, la seule chose que je regarde moi, c'est combien de temps ils restent en poste. Si jamais ils changent tous les 3 mois, on les prend pas. On va même pas regarder le CV. Si jamais c'est des personnes qui sont restées 2 ans dans une entreprise juste avant, c'est comme ça qu'on va regarder. On regarde le poste et puis là, on va se dire que la personne, c'est une personne avec qui les gens ils aiment bien travailler et que probablement il y a des chances que cette personne soit compétente. Et après, tu fais un essai. C'est simple. Hein, tu as une période d'essai de 1, 2 ou 2 mois. En restauration traditionnelle, tu peux renouveler la période d'essai en restauration rapidement. Donc voilà, hein, après tu essaies. Et si jamais pendant la période d'essai, il y a des signaux qui sont assez compliqués, si jamais il y a des retards, il y a des réactions, etc., il faut l'arrêter direct et passer à autre chose. Ok. Si on revient un peu sur le contenu de l'asset, toi, tu dirais qu'il faut combien de plats maximum sur une carte dans un menu? À quel point est-ce que les prix doivent être cohérents aussi entre eux? C'est quoi comme ça un peu? Parce qu'au début, évidemment, c'est un élément très important de ton ouverture de resto, c'est la construction de ta carte. Comment tu la construis sur le fond et sur la forme? C'est dur de trouver une recette qui marche à tous les coups là-dessus. De manière générale, le plus important, c'est de pouvoir, quelle que soit la taille de ta carte, c'est que tu peux faire une taille qui est énorme, mais il faut que les ingrédients ils se réutilisent. Quoi. Le but, c'est de ne pas avoir de perte. En fait, tu n'as pas le droit d'avoir de perte en restauration. Donc, le but, c'est de trouver un moyen, en fait, sur ta carte qui est, si jamais tu as, je sais pas, tu as un produit frais, tu vois, tu as du poulet dans un ingrédient et que c'est du poulet frais et que tu l'as nulle part autre, ça va être très compliqué. Tu vois, c'est quelque chose que tu ne fais jamais. Tous tes ingrédients, il faut que tu puisses les réutiliser autre part. Le but de la restauration, c'est vraiment d'avoir zéro perte. Vraiment zéro perte, c'est tout à fait possible, que ce soit en restauration traditionnelle ou rapide, c'est vraiment possible. Donc ça, C'est ton objectif, c'est l'un de tes objectifs dans tes restos, c'est d'avoir zéro perte? zéro perte. Nous, il n'y a aucun resto sur lequel c'est acceptable d'avoir de la perte. Ça arrive, mais c'est inacceptable. C'est-à-dire que soit on a raté les commandes, soit on a raté Alors des fois, ça peut être, on a reçu des choses qui ont été endommagées, mais la quasi-totalité du temps, c'est qu'on s'est raté sur la prise de commande. Et généralement, la perte, nous, quand il y a de la perte, le but, c'est on demande aux gens de prendre des photos et de bien répertorier tout ça parce que c'est impossible. En restauration, tu n'as pas le droit de faire la perte. C'est pas possible là-dessus. Ça casse complètement tes marges d'avoir cette mentalité. Donc, la première chose sur la carte, c'est vraiment de faire attention à ça. Et après le but, c'est de trouver une simplicité. Alors, il y a vraiment plusieurs écoles. Nous, pour te dire, alors on a plusieurs marques, mais la marque principale qui s'appelle La Manufacture, on a commencé, on avait une seule taille. Après, on a fait 2 tailles, tu vois, de pizza avec beaucoup plus simplifié pendant 5 ans. Et là, on revient sur une taille, tu vois. Donc, c'est assez dur, en fait, de te dire qu'est-ce qui marche ou pas. De manière générale, la simplicité, c'est le plus important. De manière générale, les produits phares, c'est ceux sur lesquels tu vas avoir le plus de rentabilité, parce que c'est ceux sur lesquels tu vas pouvoir faire des offres, etc. Donc, il faut trouver en fait des produits qui plaisent énormément, sur lesquels tu vas avoir une marge énormément, que tu vas mettre en avant sur ta carte, qui sont les plus simples à faire. Par exemple, nous, c'est quoi? C'est la pizza chèvre miel, tu vois. C'est la pizza la plus simple à faire, sur laquelle le coût est très intéressant. Et au final, elle devrait être, tu vois, au coût de la margarita, tu vois, sur lequel tu n'as quasiment rien, mais au final, elle est au même coût, tu vois, que la moins chère qui est après, tu vois. Donc, au final, ça nous fait une rentabilité qui est super intéressante, sachant que c'est une pizza qui plaît énormément, la chèvre miel, qui est beaucoup commandée, et c'est la pizza sur laquelle on peut jouer quand on veut faire des offres, etc. aussi, donc ça marche bien. Trouver ces produits phares comme ça, qui sont qui plaisent énormément, qui ont une grosse rentabilité, d'en identifier un ou deux, tu vois, les pépites de ta carte, c'est extrêmement important parce que d'une part, c'est ceux qui vont plaire à tes clients et d'autre part, c'est ceux qui sont extrêmement rentables pour toi. Mais voilà, après le but, c'est la garder une certaine simplicité. Mais le plus important, au final, quelle que soit ta carte, tu as des cartes qui peuvent être très longues, etc. Le but, c'est vraiment de pouvoir réutiliser tous les ingrédients sous différentes formes. C'est vraiment ça le plus important. Quoi. Si jamais tu fais
du saumon mariné, il faut être sûr qu'après, tu puisses les ressortir en lasagne, par exemple, ou quelque chose d'autre en fait derrière. C'est ça l'intérêt. Ok, super clair. Donc, on a parlé du personnel, on a parlé des assiettes. Maintenant, sur la durée d'ouverture, est-ce que je dois ouvrir tous les jours de l'année, tous les jours de la semaine? Est-ce que je dois ouvrir que la semaine, le midi, le soir, que le soir, les deux? Comment je décide ça en fait? C'est assez, ça va dépendre au final de. Enfin, non, ça va dépendre de ta capacité à pouvoir amener des personnes. Tu as un gap en fait qui va arriver entre 5 jours ou 5 jours et demi, on va dire, et 7 jours. Être ouvert 7 jours sur 7, c'est beaucoup plus coûteux en termes de personnel que 5 jours et demi parce que 5 jours et demi, tu peux le faire avec une équipe. Tu as un shift, ça suffit. 7 jours ou même 6 jours, en fait, tu passes automatiquement à 2 équipes. Et donc, en fait, ton coût personnel, il y a une énorme différence. Si jamais tu es ouvert 5 jours et demi, peut-être 6 jours, allez, non, mais 5 jours et demi ou 7 jours. À savoir qu'aujourd'hui, en plus, le secteur, la majorité du temps, aujourd'hui, les employés, ils commencent tous à avoir des 5 jours d'affilée de travail avec 2 jours de coupure qui sont d'affilée. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 5-10 ans, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de trouver du personnel. Et tout de suite, les gens, ils ne veulent pas faire de coupure s'ils peuvent. Alors ça c'est assez compliqué pour la majorité des restaurants. Mais sinon, par contre, ils veulent travailler 5 jours d'affilée. Donc, si jamais tu veux ouvrir 7 jours sur 7, généralement, tu vas multiplier par 60 ou 70% le nombre d'effectifs. C'est assez incroyable. Donc, à l'ouverture, généralement, le conseil, c'est de ne pas ouvrir plus de 5 jours et demi. Comme ça te permet d'avoir une équipe et d'être beaucoup plus serein là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Le but d'un restaurant, après, c'est d'être ouvert 24 heures sur 24. Enfin, pas 24 heures sur 24, mais si tu peux être ouvert de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures du soir, ben, c'est mieux. Parce que d'une part, tu arrives à trouver du staff beaucoup plus simplement parce que tu arrives à leur faire 8 heures d'affilée sans coupure, et ça, c'est ce que les gens ils vont chercher. Et d'autre part, après, c'est que tu arrives à rentabiliser ton loyer et tes coûts fixes en fait, de manière beaucoup plus importante. Si jamais tu as la capacité d'être ouvert tout le temps, il faut être ouvert tout le temps, ça c'est sûr et certain. Si jamais tu as le personnel, tu as le chiffre qui permet de faire rentrer ça. Parce que ça te permet d'avoir un effectif plus gros, ça te permet d'avoir, si jamais tu as des malades, etc., de trouver des remplacements, des solutions plus simplement parce que tu as plus d'effectifs. Bon, ça te fait plus emmerde parce que tu as plus de salariés, bien sûr, mais voilà. Mais voilà, mon conseil, c'est vraiment 5 jours et demi pour commencer et d'essayer d'aller vers les 7 jours sur 7 en continu toute la journée. Ok, une montée en puissance progressive. Ok, intéressant. On a parlé de la pré-ouverture, l'ouverture, on a parlé du run, de l'exploitation. Là, on va parler un peu du développement. Et d'ailleurs, toi, tu es une très bonne personne pour en parler parce que justement, tu as beaucoup développé la boîte et tu as ouvert, t'as fait plein d'ouvertures. Une fois que mon premier resto, il tourne bien, ça fait, je sais pas, 2, 3, 4 ans que je l'ai, il tourne bien, j'ai de la renta, le staff, il est en place, ça va. Je veux en ouvrir un deuxième. Comment je fais pour en ouvrir un deuxième et comment je fais pour gérer 2 restos en même temps? C'est dès que tu vas partir de ton restaurant, tu vas voir que les opérations du restaurant sont extrêmement impactées par le manager. Donc là-dessus, dès que tu vas ouvrir un deuxième point de vente, en fait, tu vas avoir une perte de rentabilité automatique, quasi, qui va se faire. Donc, pour pouvoir pallier à ça, soit en fait, tu es capable de pouvoir être deux restaurants, c'est encore faible. Donc, 2 restaurants, tu peux encore les gérer, je pense, mais quand tu vas passer à 4, 5, en fait, c'est là que ça, 3, 4, c'est là où ça va commencer à être très compliqué. 2 restaurants, tu peux encore être moitié-moitié là-dessus. Mais automatiquement, tu vas avoir une perte de, façon, de bénéfices parce que tu as les gens, tu vas travailler avec des salariés qui, eux, ne sont pas propriétaires. Donc, automatiquement, en fait, ils ont moins d'intérêt que toi de travailler dur. Ou je sais pas, si par exemple, tu as un client qui arrive à 11h-5, tu ne vas pas le faire rentrer si jamais ce n'est pas ton entreprise. Parce que tu veux rentrer à 11h, tu ne vas pas faire des heures sup, alors que toi, tu allais le faire avant. Donc, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre un intéressement à un manager. La clé, c'est de trouver un manager qui est bon et d'avoir un intéressement qui est là-dessus. Aux objectifs de l'entreprise, le plus simple, c'est le chiffre d'affaires parce que c'est quelque chose qui est le plus simple à trouver par son logiciel de caisse. Donc, il y en a beaucoup qui vont mettre un intéressement par le logiciel, par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont donner, je sais pas, par exemple, 5% du chiffre d'affaires en prime, etc., qui vont pouvoir en fait intéresser là-dessus. Il y a des restaurants qui vont donner des parts. Nous, par exemple, on donne des parts sociales à chacun des managers, entre 10 et 30%. C'est des solutions qui existent aussi, sur lesquelles il y a un pack d'associés, en fait, que quand ils partent, il y a une valorisation comptable de la boîte qui se fait et nous, on rachète les parts, etc. C'est comme ça qu'on fait. On n'a pas de prime
sur le chiffre d'affaires, etc. Mais il y a des primes, il y a une prise de participation de l'entreprise au restaurant en question. Et la meilleure des solutions, à mon sens, c'est les personnes qui sont directement, les managers qui sont directement intéressés aux bénéfices d'entreprise. Donc, ce serait d'avoir un rapport hebdomadaire ou tous les mois, en fait, de pouvoir voir en fait quelle a été la rentabilité, que la personne elle ait un certain bonus de cette rentabilité-là. Comme ça, en fait, du coup, il contrôle la totalité du budget avec toi. Toi, en fait, il te reste juste à négocier les prix fournisseurs, etc. Tu as ton manager sur place qui va faire attention en fait au reste parce que lui, il est intéressé là-dessus. Donc, dès que tu vas commencer à avoir un deuxième point de vente, le but, c'est de trouver un manager sur lequel tu as confiance et de trouver un intéressement qui soit en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. C'est les deux choses que je conseille à faire. Ok. Une fois que j'ai tout ça, que j'ai un restaurant ou deux restaurants ou plein de restaurants, c'est quoi un peu les deux métriques que tu vas surveiller vraiment comme le lait sur le feu et comment je les améliore? Autrement dit, comment j'améliore par exemple mon remplissage, comment j'améliore mon ticket moyen et qu'est-ce que je regarde aussi d'autre? Les deux métriques, c'est pas forcément le taux de remplissage et tout. Les deux métriques vraiment les plus importants, c'est le coût matière aujourd'hui. Donc le coût matière, si jamais tu es en livraison, ça va être la contribution après coût matière et frais de livraison. Donc ça, c'est la première métrique. Et si jamais, et la deuxième, c'est coût salaire par rapport au chiffre d'affaires. C'est les deux métriques en fait qu'il faut tous les mois être capable de pouvoir savoir en fait la variation. Parce que c'est ces deux métriques qui peuvent changer énormément, soit par l'inflation, soit par le changement des prix, soit et qui va vraiment être clé. Si jamais tu arrives à garder ces deux métriques sous contrôle, le reste, en fait, ça ira. Parce que tout le reste, en fait, ça en découle. Si jamais tu as la masse salariale qui par rapport au chiffre d'affaires, tu vois, qui devient de plus en plus importante par rapport au chiffre d'affaires, soit ça veut dire que ton coût d'employé devient plus cher. Donc là-dessus, à voir si jamais tu as besoin d'avoir tant de qualité dans ton équipe ou tant de staff. Soit c'est parce que tu as un déclin financier, ce qui arrive le plus souvent, en fait, c'est-à-dire que tu as une phase de croissance de 2-3 ans, et puis après, tu as un déclin de l'entreprise ou alors de la restauration. Aujourd'hui, au dernier trimestre, je crois que c'était 17% de déclin par rapport à l'année d'avant. C'est énorme, 17%. Si jamais tu as un déclin comme ça, il faut automatiquement ajuster ses coûts. Et les coûts, ça va être sur lesquels tu as une possibilité de faire, c'est vraiment la masse salariale et le coût matière. C'est les deux coûts sur lesquels tu peux avoir un impact le plus rapide. Le reste, le loyer, généralement, c'est toujours le même. L'expert comptable, ça va être très dur à faire. Alors, avoir les outils SaaS, etc., parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils à voir si jamais il y a des choses qu'on n'utilise pas. C'est peut-être les seules choses, en fait, coûts annexes que tu peux regarder aujourd'hui qui sont apparus sur les 5 dernières années. Mais sinon, les deux coûts que tu peux faire, c'est vraiment la masse salariale et les matières premières. C'est les deux qui vont avoir le plus d'impact là-dessus. Donc, à partir du moment où tu contrôles ces deux ratios-là et qu'ils sont stables, il y a peu de chances de te rater, quoi. À quel point je peux augmenter mes prix? Est-ce que tu vois l'élasticité des prix, elle est comment dans les restos? Alors, ça change sûrement par rapport aux gammes des restaurants, mais est-ce qu'il y a un moment où un prix psychologique il monte trop et les gens viennent plus? Comment ça se passe? Elle est assez forte, surtout sur les clients réguliers, en fait. Les clients réguliers, ils vont l'avoir tout de suite, l'augmentation. Donc, si jamais tu fais des augmentations tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça va mal passer sur les clients réguliers. Sur les nouveaux clients, il n'y a pas forcément d'impact, mais elle est assez forte. C'est-à-dire que dès que tu vas augmenter tes prix, quand tu le fais une fois par an, ça va. Si jamais tu le fais deux fois par an, ça va être assez compliqué à justifier par rapport aux clients. On l'a déjà fait après le Covid. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, on a eu des commentaires sur ça. Ça a été perçu, en fait. Le fait qu'il y ait une deuxième augmentation, c'est particulièrement compliqué. Après, sur les plateformes de livraison, c'est un peu différent. Ah, pardon. Alors, j'ai mon casque qui avait plus de batterie. Tu m'entends? C'est toujours bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Et, mais voilà, sur l'élasticité de prix, c'est assez fort. Sur les plateformes de livraison, tu peux quand même pas mal jouer. Par contre, sur le surplace, il faut faire attention parce que les gens ils vont le voir tout de suite, surtout les habitués. Si jamais tu fais beaucoup de services au midi, etc., si tu fais deux augmentations dans l'année, c'est beaucoup trop. Il faut le faire une fois et le faire bien une fois, quoi.
Ok. Est-ce que tu as des exemples concrets de concepts de resto qui cartonnent et des concepts de resto au contraire qui foirent? Et pourquoi ça cartonne, pourquoi ça foire? Là, c'est dur de voir en fait sur c'est vraiment sur les tendances. Les tendances en ce moment, alors tu vois, il y a 5 ans, c'est vraiment tout ce qui était Pokéball, etc. Ça a cartonné, tu vois. Donc, il y a les entreprises du style Pokawa et tout qui cartonnent et qui cartonnent encore aujourd'hui. À voir sur la durée comment ça va se passer avec le déclin encore, hein. Parce qu'en fait, à chaque fois sur les tendances, c'est qu'à chaque fois, tu as un déclin après qui va arriver fortement. On a vu beaucoup les tacos, tu vois, par exemple, il y a 3 4 ans. Aujourd'hui, je le vois de moins en moins, tu vois. Donc, est-ce que ça se casse la gueule? Je ne sais pas, j'ai pas les choses à suivre, mais il faut quand même faire attention aux tendances. Sur tout ce qui est pizza et burger, aujourd'hui, ben, c'est tout ce qui est gourmet qui cartonne. C'est simple. Tout ce qui va être. Donc, on va mettre sur les pizzas, on va rajouter de la truffe, on va rajouter des produits qui sont vraiment gourmets. Et ça, c'est des concepts qui plaisent beaucoup aujourd'hui, qui sont de plus en plus en vogue. Donc généralement, c'est vrai que on peut rarement se perdre là-dessus. Les burgers, c'est quelque chose qui c'est au top aujourd'hui. C'est passé devant la pizza, je crois, en France. Donc c'est vraiment les concepts numéro un. Est-ce que c'est une tendance ou pas? C'est assez difficile à savoir parce que ça reste quelque chose en fait qui est là depuis 20 ans, comme la pizza, tu vois. Donc je pense pas que ce soit aussi sensible que les Pokéballs, que les tacos, sur lesquels en fait on n'a pas d'historique pour savoir comment est-ce que ça va évoluer. Euh, mais voilà, pour moi, c'est tout ce qui est gourmet. C'est ça qui cartonne aujourd'hui. Si jamais il y a une prédiction à faire, je dirais que c'est le gourmet engagé qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ben, la restauration rapide, au final, en France, ça représente autant d'émissions carbone que 10 millions de voitures. Et donc, au final, il y a vraiment quelque chose en fait, de nouveau à faire et de quelque chose vraiment de fort à faire là-dessus. Donc, je pense que le gourmet à impact va avoir une grande place sur les prochains concepts à venir pour les gens qui veulent se lancer là-dessus et sur lesquels je pense qu'il va y avoir des financements là-dessus. Parce que, comme tu disais avant, il y a de plus en plus de business angels qui financent ce type de restaurant. Et au final, les business angels, la majorité, c'est les gens qui sont engagés. C'est ce qu'on voit beaucoup. Toi, tu vas les connaître. C'est très souvent des gens qui sont engagés, en tout cas beaucoup plus que les banques quand ils vont étudier un dossier. Donc voilà. Ouais, clairement, clairement. Toi, sur tes 7 ou 8 restos, c'est quoi un peu, tu as un peu tous les concepts, tu as une pizzeria, tu as des restos plus tradis, plus de livraison. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as comme diversité de restos et c'est quoi un peu tes prochains projets, sans rentrer même dans les précisions, hein, mais c'est quoi un peu tes prochaines ouvertures que tu aimerais faire? Nous, on a 3 types de restos. Donc, on a l'historique, on va dire, qui sont sous l'enseigne La Manufacture, qui sont des pizzas. Les pizzas, à la base, comme on disait, c'était des pizzas pas forcément italiennes, mais c'est des pizzas faites avec des produits français, mais napolitaines. C'était ça vraiment le concept qui marche assez bien. On s'est diversifié dans le Covid en créant des concepts hybrides, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des burgers gourmets, on a commencé à faire des pizzas en marque virtuelle. Donc ça, on a une deuxième partie des restaurants en fait qui sont devenus en fait vraiment en hybride, qui exploitent plusieurs marques en propre. Et une troisième type de restaurants que l'on a, qui vont être des restaurants qui exploitent la licence, les licences testeurs sur la région toulousaine. Ça, c'est uniquement les dark kitchen. Et nous, en fait, on cuisine au final. C'est-à-dire que tout la com, c'est pas nous qui le faisons. Nous, on fait que le côté opérationnel là-dessus. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les licences testeurs, c'est quelque chose qui cartonne. C'est-à-dire qu'on a un volume qui est extrêmement élevé, en fait. Donc là-dessus, en fait, on continue là-dessus. On prend l'exclusivité sur la région toulousaine là-dessus. Sur tous les restaurants hybrides, on va arrêter de les faire quand c'est pas nos marques, c'est-à-dire qu'on va arrêter de faire, on arrête de faire, on a fermé la majorité de nos marques virtuelles qui cartonnaient il y a 2 ans et aujourd'hui on a vu que c'était un manque de focus et on repositionne toutes les marques la manufacture pour pouvoir créer une pizzeria à impact. C'est ce que je te disais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que toute la carte des pizzas va avoir des options véganes et végétariennes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu pourras choisir entre les deux. Et puis, tous les process de négociation, enfin, on va essayer d'être transparent le plus possible sur tout ce qui est ce fournisseur, sur d'où est-ce que viennent les ingrédients, etc., etc. Ça, c'est les projets qui sont en cours, qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simple, c'est parce que aujourd'hui, on n'est pas dans une optique de croissance, on est dans une optique de renouvellement. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est assez difficile d'accès, hein, enfin, on va dire les financements, etc. Donc, de pouvoir
croître aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est intéressant. On a notre concurrent principal qui s'est créé en même temps que nous, qui est né de la région toulousaine, qui s'appelait Fourneau Augusto, qui avait créé 22 points de vente en 7 ans, qui, lui, a une liquidation judiciaire parce qu'il y a eu le revers du Covid, il y a la reprise qui a été beaucoup moins forte qu'avant. En fait, on voit beaucoup de groupes aujourd'hui qui se cassent la gueule. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment on se renouvelle avant de grossir et on reste là où ça cartonne, comme les licences testeurs. Pour nous, ça marche très bien. Je ne sais pas pour les autres après, mais voilà. Voilà un peu les projets en cours sur la manufacture. Ok, merci Quentin. Pour finir, est-ce que tu aurais un dernier conseil sur, je sais pas, un peu quelle typologie de resto lancer demain, s'il y a des gens qui se demandent un peu, qui veulent se lancer en restauration, bon, tu as déjà donné plein de conseils et tout, mais c'est quoi un peu, tu dirais, ok, fais ça, lance-toi là-dedans plutôt, etc. Et ouais, comment tu vois la profession évoluer, quoi. Non, moi, c'est un secteur qui est passionnant, qui est très humain, même sur ceux qui font de la livraison, c'est très humain avec les collaborateurs, avec les livreurs, etc. Ça reste un métier qui est vraiment toujours au contact. C'est un métier qui est très difficile, donc il faut vraiment avoir les reins solides. Si jamais tu regardes, en fait, dans l'histoire, c'était un secteur qui avait pas vraiment, qui n'était pas sensible au cycle de crise, etc. C'est plus le cas aujourd'hui, depuis 4-5 ans, c'est plus le cas du tout. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides. Mais par contre, après, c'est à partir du moment où ils créent quelque chose, un restaurant, pas juste pour faire de l'argent, mais vraiment pour ce qu'ils croient, parce qu'ils veulent faire quelque chose de bien. Quoi qu'il en soit, ça peut être particulièrement intéressant. Moi, vraiment, le conseil que je donne le plus, c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur son produit et sur la satisfaction client. C'est vraiment comme tout là-dessus. Il y a un restaurateur que j'aime bien sur LinkedIn qui publie assez souvent, qui s'appelle Julien Perret, qui a créé une chaîne qui s'appelle B-Burger. Et lui, il donne beaucoup de conseils en fait sur comment est-ce qu'eux, ils se sont vraiment focalisés sur leurs produits avant de pouvoir créer des campagnes marketing, etc. Donc moi, je conseille vraiment les gens. Lui, il est beaucoup plus, il est à fond sur la restauration. Moi, c'est vraiment un secteur sur lequel je suis rentré par opportunisme, on va dire, un peu moins, mais c'est vraiment, je conseille vraiment de regarder ces posts pour voir comment est-ce qu'ils se sont focalisés sur leurs clients et leurs produits pour pouvoir croître et pas uniquement que par des tendances et des coûts marketing qui sont aujourd'hui très souvent qui dictent un peu l'évolution d'un restaurant aujourd'hui. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Quentin. C'était vraiment passionnant parce que tu nous as donné vraiment des conseils hyper précis. Et c'est souvent ce qui nous manque, justement, un peu les détails de comment on se lance, un peu le backstage des réussites. Donc, merci pour ton temps, Quentin. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle interview. Ciao. Merci, ciao.